À peine réélu, Emmanuel Macron est attendu sur la question des violences policières qui ont déjà particulièrement marqué son premier mandat. 2 personnes ont perdu la vie, une troisième a été grièvement blessée après un refus d'obtempérer dans la nuit du 24 au 25 avril sur le Pont-Neuf. L'agent de police qui a tiré sur le véhicule a depuis été mis en examen pour homicide volontaire. Dénonçant la décision des juges d'instruction, le syndicat des policiers Alliance a appelé un rassemblement lundi 2 mai. Membre fondatrice du collectif Urgence Notre Police Assassine, Amel Bentounsi a immédiatement appelé à une contre-manifestation des syndicats dans le quartier Saint-Michel, alors qu'elle était encerclée par des CRS et brandissait une pancarte où il était écrit L435-1, arme de destruction massive, en référence à un article de loi sur l'usage d'armes à feu par la police. Elle a fait l'objet d'un contrôle avant d'être arrêtée et placée en garde à vue par des policiers en civil. Amel Bentounsi, c'est la sœur d'Amine Bentounsi qui a été tuée d'une balle dans le dos par un policier en 2012. Il sera condamné en appel en 2017 à 5 ans de prison avec sursis. Une condamnation symbolique, mais une condamnation quand même. Elle a fondé le collectif des familles de victimes tuées par la police et a participé à la création de l'application UVP, Filmer la police, qui permet de filmer les violences policières tout en étant géolocalisé et de stocker les images sur un serveur. Bonjour Amel Bentounsi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Tu as été présente depuis le début auprès de la famille de Boubacar et Fradjigui, endeuillés par la perte de 2 frères dans des circonstances qui méritent d'être précisées. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 24 au 25 avril ? Oui, moi j'étais devant ma télé et je reçois et je suis attentive à tout ce qui peut se passer, tout ce qui concerne la police. Et effectivement, quand j'ai vu ce drame le soir de l'élection présidentielle où Emmanuel Macron venait d'être réélu, j'entends que 2 personnes ont été abattues. Et tout de suite... moi qui mène ce combat depuis presque 10 ans maintenant et qui a combattu aussi cette loi, la loi sur la présomption de la légitime défense. À l'époque, alors excusez-moi, c'est pas la loi sur la présomption de la légitime défense, mais la première loi qui a permis d'assouplir l'usage des armes à feu en 2017. Donc j'avais fait une pétition de façon à interpeller l'opinion publique, nos dirigeants politiques, les militants et l'opinion publique, de façon à ce que vraiment on se mobilise. Et depuis cette fameuse loi, on constate une nette augmentation d'usage des armes à feu des policiers, à savoir que les gendarmes en bénéficient depuis 1903 et je ne vais pas dire qu'ils ne commettent pas, n'utilisent pas cette loi comme aujourd'hui peuvent l'utiliser ces policiers. Et c'est très inquiétant. Et la question qu'on doit se poser, c'est jusqu'où on peut aller encore pour que ces policiers puissent encore bénéficier de l'impunité la plus totale. Et ça n'a pas loupé le lendemain ou quelques jours après la mise en examen pour homicide volontaire. Ce qui est important de rappeler, c'est très rare, c'est des chefs d'inculpation qui restent rares, puisque les 2 magistrats ont été au-delà de ce que le parquet avait demandé, puisque le parquet avait demandé violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, et que les 2 magistrats, qui certainement ont des indices graves et concordants, qui leur a permis de maintenir ce chef d'inculpation. On s'en réjouit, bien évidemment, de ce chef d'inculpation. Mais de l'autre côté, vous avez le corpus, le corps policier, cette famille qui reste soudée et qui, malgré la mort de 2 hommes, continue à demander à ce que ces policiers ne soient pas poursuivis, en fait, tout simplement. Donc c'est quasiment le rétablissement de la peine de mort, parce qu'en une fraction de seconde, un policier
peut décider de vous ôter la vie ou de vous laisser en vie. Donc cette loi dont tu parles, qui assouplit l'usage des armes à feu, oui. Pour la police, c'est le fameux article L435-1. Non, c'est autre chose, ça. Alors, celui qui assouplit, la loi qui assouplit l'usage des armes à feu, c'est la loi de 2017. C'est une loi qui avait été votée suite à la pression des syndicats policiers. Sous le quinquennat d'Hollande. Sous le quinquennat d'Hollande et de Manuel Valls, il faut le rappeler, avec une majorité de députés des Républicains qui avaient voté pour, d'où l'importance des législatives le 12 et 19 juin, parce que les députés, c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui légifèrent, et c'est très important de se mobiliser pour qu'on n'ait pas encore à subir des lois liberticides et sécuritaires sous prétexte qu'il y aurait de la violence et qu'on puisse porter atteinte au principe du droit à la vie. Donc ce soir-là, lors de cette nuit, donc dans la nuit du 24 au 25 avril, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Parce que forcément, il y a plusieurs versions qui s'opposent. Si on en croit les chaînes d'information en continu, la voiture fonçait de manière complètement délibérée, donc dans la direction de ce policier. Selon d'autres sources, ça serait plutôt un refus d'obtempérer, qui n'induit pas forcément le fait que le véhicule se dirige contre la police. Est-ce qu'on a un peu plus d'éléments? Alors, moi, je n'ai pas ces éléments-là, mais ce qui est certain, c'est que y a un doute. Nous, on n'est pas habitué à croire la version policière, parce qu'on a cette expérience. J'ai cette expérience dans l'affaire de mon frère, j'ai l'expérience dans d'autres affaires similaires. Et là, c'est presque la carte de la légitime défense qui est sortie à chaque fois. Et comme dans d'autres affaires, par exemple dans l'affaire de Olivio Gomez, ça a été un petit peu le même cas. Dans d'autres affaires, parce que les victimes, elles sont nombreuses. J'ai les noms en tête, mais ça serait trop long pour vous les citer. Et c'est ça, c'est cette question-là, et qu'on doit interpeller l'opinion publique pour se dire que ce n'est pas uniquement les voyous ou les jeunes des quartiers qui peuvent être touchés par ce genre de drame avec cette loi, c'est tout le monde, c'est tous les citoyens. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. C'est-à-dire que demain, n'importe qui d'entre nous, pour un refus d'obtempérer, peut être amené à être abattu. Et c'est une tragédie pour les familles, c'est une tragédie pour la société. Et moi, j'en profite pour faire un appel à toute cette jeunesse, à l'opinion publique, et essentiellement à la jeunesse des quartiers populaires qui, dans leur esprit encore, pensent que les policiers ne peuvent pas tirer sur une voiture qui prend la fuite. Donc leur rappeler que depuis cette loi de 2017, il y a eu un assouplissement de l'usage des armes à feu des policiers qui les met au même titre que les gendarmes. Et depuis cette loi, les policiers peuvent vous tirer dessus, que vous fassiez une marche arrière ou un refus d'obtempérer, ils peuvent vous tirer dessus. Donc très important de rappeler la dangerosité de cette loi, et je pense qu'on n'en a pas assez, qu'on n'en a pas pris la mesure, parce que vraiment j'en parle, c'est tellement bouleversant à chaque fois que j'entends ce genre de drame, alors que cette loi, je me suis battue contre, et j'ai l'impression de ne pas avoir été entendue. Et c'est ça le problème. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une mobilisation collective, il faut qu'on s'organise collectivement pour dénoncer. Il faut interpeller les candidats aux législatives. Effectivement, ça peut être une pression exercée sur les députés. Vous aurez mon vote si vous vous engagez à... Tout à fait, c'est très important. D'où l'importance des législatives et de se mobiliser, parce qu'on ne peut plus faire que dénoncer et subir. Et c'est à nous de jouer. Alors aujourd'hui, je suis assez bouleversée, parce que hier, j'ai vu le film, la série de Malik Oussekine,
Et je me dis que 36 ans après... Tu peux rappeler qui est Malik Oui, Oussekine? Malik Oussekine, c'est un jeune étudiant qui a été tué à la suite des manifestations contre la loi de Vaquet. Et le 5 décembre 1986. C'est bouleversant de voir que 36 ans plus tard, c'est les mêmes histoires qui se répètent. Et c'est... Parce qu'il a été tué par la police. Il a été tué par la police, bien évidemment, par trois voltigeurs. Et que les policiers ont été condamnés à 5 ans de sursis. Donc, qui a fait jurisprudence. Et bien évidemment que... voilà, moi, ça me rappelle aussi un peu l'affaire de mon frère, où le policier a été condamné à 5 ans de sursis, 36 ans après. L'impunité... Elle est presque institutionnelle. Elle est institutionnelle. Et les conséquences de l'impunité policière, c'est ça, c'est qu'on crée des monstres. L'impunité policière crée des monstres. Et c'est bouleversant, c'est vraiment bouleversant. Alors que si on voulait rétablir, comme on aime si bien dire, le dialogue entre les policiers et les jeunes, il suffirait juste de condamner ces policiers quand ils transgressent la loi, et ça réparerait comme n'importe quel citoyen. Et effectivement, je pense que ça pourrait apaiser les cœurs et calmer cette rage qui est... Oui. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais... on doit faire notre part. Bien sûr. Et tu l'as fait très bien, Amel, hein, comme tu le disais. 2012, ton frère a été assassiné. Bientôt 10 ans que tu milites contre l'impunité policière aux côtés des familles, des victimes des violences policières. Tu as ce combat donc, de l'abrogation de la loi de 2017 qui vient assouplir donc, l'usage des armes à feu. Mais il y a aussi un autre combat, hein, c'est l'article L435-1. Oui. C'est ce qu'il y avait écrit sur cette pancarte que tu as brandi à Saint-Michel. Est-ce que tu peux nous parler de cette loi ? Alors, l'article L435-1, c'est l'assouplissement de l'usage des armes à feu. Excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux parce que c'est vrai que c'est ce qui a permis que ces policiers puissent bénéficier au même titre que les gendarmes de l'assouplissement de l'usage des armes à feu. Et qu'il y a un risque qu'on leur cède encore une fois la présomption de la légitime défense. Parce que c'est la demande de ces syndicats policiers. Et on connaît leur méthode, on connaît leur fonctionnement. Ils font de la politique au-delà d'être policiers. Ils font de la politique. Ils mettent la pression aussi sur les politiques. Et les politiciens, à des fins politiciennes, bien évidemment, vont utiliser ce genre d'arguments pour pouvoir légiférer en faveur des policiers et leur accorder encore un peu plus d'impunité. Donc, non à la présomption de la légitime défense, parce que ça serait difficile, encore plus difficile pour nous, familles de victimes, d'un jour obtenir la justice et d'avoir des policiers qui doivent répondre devant la justice. Parce que quand on entend ce genre d'arguments, ce genre de déclarations de la part des syndicats policiers qui disent que le problème de la police, c'est la justice, on doit s'en inquiéter. Donc la loi de 2017, c'est cet article, oui, 400. Oui. Voilà, donc juste pour que ce soit très clair pour celles et ceux qui nous regardent et nous entendent. On va parler de l'actualité du collectif Amel. Je crois savoir qu'il y a des grosses dates qui arrivent, la date du 22 juin notamment. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors début juin, on va lancer une campagne de façon à annoncer des choses. Et le 22 juin, il y aura le procès de ces policiers qui ont tabassé sous un Porsche pendant le confinement Sofiane, qui s'apprêtait à aller au travail
Et on a la chance, encore une fois, on a cette chance de pouvoir avoir un procès, d'avoir des policiers qui sont mis sur le banc des accusés. Et c'est très important parce que depuis des années, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens soutenir cette cause, s'indigner de ce qui se passe aux États-Unis, de brandir des drapeaux noirs sur leur Instagram. Mais c'est au quotidien, en fait, qu'il faut se mobiliser. Et l'affaire de Sofiane, c'est une affaire qui n'a pas été assez médiatisée, bien évidemment, comme d'autres affaires. Mais c'est important de s'y intéresser, même si l'actualité ne nous invite pas à le faire, mais d'être sensible à ça et de se dire que ce n'est pas uniquement pour nous qu'on le fait, mais c'est pour nos enfants, c'est pour toute la génération à venir. Et une autre date très importante et qui me tient à cœur parce que Jessica, qui fait partie du collectif Urgence Notre Police Assassine, a réussi à obtenir aussi un procès. Et ce procès, on a envie d'en faire une tribune politique. Donc, Jessica est l'épouse de Amadou Koumé, qui a été battu à mort par des policiers. Et dans quelle année? C'était en 2015. Donc, 7 ans après, elle obtient enfin une date de jugement. Et c'est très important de rappeler, de dire qu'il y a des petites victoires, mais ces petites victoires, on les obtient à la sueur et au détriment de nos vies, parce que c'est le combat d'une vie pour toutes ces familles. Je ne suis pas la seule, bien évidemment. Mais donc la date, c'est le 27, 28 et 4 juillet. 27 juin, 28 juin et le 4 juillet. Donc on vous donne rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris, où ces policiers, ces 3 policiers sont mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Donc on voit finalement, il y a ce sentiment, comme tu le disais, quand tu évoquais la série qui a été consacrée à la vie, donc à la mort de Malik Oussekine il y a 36 ans, on a l'impression que c'est toujours l'impunité des policières qui triomphe, parce qu'un sursis... C'est une condamnation qui est symbolique, même si ça reste une condamnation. Mais c'était impensable, il y a quelques années, de voir autant de policiers traduits devant la justice. Oui, il y a des avancées, mais ce que nous, on regrette, c'est que la justice ne condamne pas, en fait. Et même s'il y a des petites avancées, on a l'espoir que ça puisse changer. Mais j'aimerais que ce procès, que ces policiers qui ont tué Amadou Koumé, parce qu'on ne laissera pas faire, parce que je pense qu'on est arrivé à un stade où on ne peut plus laisser passer et accepter que des policiers soient condamnés uniquement à du sursis. C'est impensable. Et qu'on doit se mobiliser autour de la famille de Jessica Koumé. L'affaire d'Amadou Koumé, c'est une affaire similaire à celle de George Floyd, où en plus, il y a une vidéo, d'où l'importance de la vidéo, et que très certainement, c'est ce qui a amené à ce que les magistrats puissent poursuivre, et que cette affaire n'a pas été assez médiatisée, mais qu'on doit être autour de Jessica Koumé et de toute la famille Koumé à ces dates-là, parce qu'on doit exiger de la justice qu'elle les condamne à du ferme et non plus à du sursis. Parce que la vie de nos proches compte, la vie de nos frères, la vie de nos maris, de nos fils compte, et qu'on ne peut plus accepter. Moi, je suis arrivée à un stade où vraiment c'est... Amel, je profite de cette audience qui est là pour te témoigner tout mon respect et mon admiration. On se connaît depuis de nombreuses années et tu as toujours été constante dans ta lutte et tu l'as toujours menée avec générosité au détriment de ta famille, c'est vrai. Alors Amel Bentounsi a repris ses études. Elle est en L3, en licence 3. On devait la recevoir la semaine dernière, mais elle passait ses partiels. Donc on lui souhaite vraiment beaucoup de succès dans ses études et d'être la brillante avocate qu'elle est déjà pour les familles des victimes.
Oui, c'est important. C'est la suite logique du combat que je mène depuis 10 ans et j'espère que je serai à la hauteur de ce qu'on attend de moi et de ce que je me suis fixé comme objectif, parce qu'on ne peut plus accepter. Bien sûr. Merci beaucoup, Amel Bentounsi, d'être revenue. Je sais que c'est toujours délicat de devoir revenir sur ces affaires de violence policière qui réactivent forcément des souvenirs qui sont très difficiles. Et on espère de tout cœur alors, en plus, on a un public qui est quand même très engagé. N'hésitez pas à interpeller les candidats aux législatives pour qu'ils fassent de cette question des violences policières une priorité de leur mandat. Merci.